Au cours de ces entretiens, Jean-Jacques Pauvert, vous nous avez répété sans cesse à quel point vous étiez un homme qui aimait lire et qui, au fond, avait été même viré des lycées parce que vous aimiez trop lire. Oui. Donc, au fond, cette lecture qui vous a travaillé, et de toutes ces lectures, la plus importante et la plus prestigieuse était quand même celle du Marquis de Sade. Moi, j'aimerais bien vous demander de nous lire quelques lignes de Sade, un passage que vous aimez. Vous allez choisir. On va prendre Juliette. Oh, bien sûr, la flamboyante. Et ben, par exemple, ça c'est ce petit passage qui résume assez bien à la fois Juliette et puis et Sade. Où est-ce qu'on en est Alors c'est tout à fait à la fin de l'histoire de Juliette. Voilà, ils sont à la terre de Noirceuil, vous savez. Voilà. Nous passâmes 8 jours à la terre de Noirceuil, pendant lesquels nous nous livrâmes journellement à quelques nouvelles infamies. Ce fut là qu'il voulut que j'essayasse une des passions de l'impératrice Théodora, femme de Justinien. Je m'étendais à terre, 2 hommes semaient des grains d'ordre sur ma motte et sur les lèvres de mon con. C'est de l'orge, en fait, une faute typographique. 12 oies superbes et de la plus grande taille venaient becqueter ces graines et me causaient par leur coup de bec dans cette partie une irritation si violente que j'étais obligé de foutre en sortant de là. Noirceuil, qu'il prévoyait, me livra à une 50aine de paysans de sa terre qui firent des prouesses avec moi. Il voulut se faire également becqueter le cul et y trouva des sensations plus vives que celles du fouet. Il joignit à ses débauches celle d'ordonner à l'instituteur et à l'institutrice du bourg de sa terre de lui fournir chacun 30 sujets du sexe qu'ils instruisaient. Il les mêla, fit dépuceler les filles par les petits garçons et finit par les fouetter et les sodomiser et les empoisonner tous. « Oh mon ami, dit Jeanne Noirceuil, tout ce que nous faisons là est bien simple. Ne pourrions-nous pas couronner nos orgies par quelque action plus éclatante ?» C'est tout Sade, hein, ça. C'est Sade dans l'accélération. Sans arrêt, chez Sade, une accélération. Annie Lebrun a relevé ce passage tout à fait étonnant. C'est dans les notes pour passer de Justine à la nouvelle Justine, où en 2 lignes, Sade présente un libertin, il fout une chèvre, lui fait un enfant et encule l'enfant. Et le temps est complètement compressé. Le temps n'existe plus. Ça prend un certain temps. Hein. Il faut foutre, la chèvre est enceinte, elle met bas, la créature grandit, tout ça, ça prend au minimum 6 ou 7 ans. Mettons 5 ans. Et chez Sade, ça prend 2 secondes. On se fait semer des grains d'or sur le con, les oies viennent becqueter, tout ça, il faut finalement être assez tranquille. Ça donne envie de faire l'amour. Bon, il arrive des paysans. Puis alors des paysans, tout d'un coup, c'est 50 paysans, et puis après, alors on s'excite, il faut amener 30 filles, 30 garçons, on les sodomise, on finit par les empoisonner, et la conclusion, c'est que tout ce qu'on vient de faire là est bien simple. Maintenant, passons vraiment à quelque chose de sérieux. Oui. Ça, c'est ce qu'il y a d'assez plaisant chez Sade. On peut dire quand même que les amateurs de Sade prisent particulièrement 3 livres, donc Juliette, qui est vraiment le chef-d'œuvre absolu. Il y a évidemment la philosophie dans le boudoir, oui, qui est sensationnelle et vraiment toujours neuve. Moi, je l'ai relu à l'occasion de cette émission, c'est un vrai bonheur. Et puis les 120 journées, tout de même. Les 120 journées de Sodome. Vous avez failli doubler, alors. Que j'ai failli doubler ? Mais oui, les 120 jours de Pasolini. Ah oui, mais ça c'est pas fait. Je l'ai regretté parce que le cinéma m'intéresse beaucoup. Pasolini avait laissé des instructions avant de mourir. Vous savez qu'il est mort après avoir tourné justement Salo ou les 120 journées, que je n'ai pas vu. C'est dommage, c'est très bien. J'en ai vu qu'une scène parce qu'il avait laissé des instructions pour que le doublage soit fait par des gens qui ne connaissaient pas, d'ailleurs comme moi je ne connaissais pas Pasolini. Vous auriez été quoi ? J'étais Blangis. Est-ce que vous entendez la voix de Sade quand vous lisez Juliette, par exemple ? Non, j'entends sa diction, la diction voilà. de Sade, que je pense que maintenant je peux reconnaître un texte anonyme. Si c'est de lui, je pense que je peux le reconnaître. Je suis pas tout seul. À l'oreille. C'est pas vraiment l'oreille, parce qu'on n'a aucun détail sur la voix de Sade. Qu'avait à l'époque, au XVIIIe siècle, au début du XIXe, il y avait des détails physiques auxquels les gens ne faisaient pas très attention. C'est très curieux. Par exemple, Sade, qui était donc un personnage énorme, dans ses signalements, ça n'est pas précisé. C'était pas très important. On disait il a le nez comme ça pour essayer de le reconnaître, mais qu'il soit gros, on a juste 2 ou 3 témoignages là-dessus. Alors de gens qui disent qu'effectivement il était énorme. On pense qu'il avait un phimosis quand même. Hein. Il avait des douleurs quand il faisait l'amour. C'est pas vraiment un phimosis. Il avait eu probablement une blénorragie mal soignée vers 20 ans.
Ça, on a des traces d'ailleurs dans des lettres de quelque chose Ce qui ne l'empêchait pas de faire l'éducation des jeunes filles à Charenton à 80 ans, enfin des toutes jeunes filles oui, de mais on ne 16, sait pas 17 ans. comment ils faisaient cette éducation. On sait que, bon, c'est la fameuse Madeleine, hein, la jeune Madeleine qu'il a connue à 12 ans et qui, vers 17, 18 ans, commence à devenir pour lui une sorte de geisha. C'est plus exactement ça. C'est quelqu'un qui vient le voir. Enfin, il lui a appris à lire et à écrire, tout de même. Il lui apprend à lire. Il a intérêt à lui apprendre à lire, dans la mesure où il lui passe de temps en temps des livres comme Le Portier des Chartreux. Donc, si elle ne sait pas lire, c'est loupé. Et à écrire, ça, c'est autre chose. Non, mais il portait un intérêt réel à l'éducation des enfants. Il se préoccupe beaucoup de l'éducation de ses enfants. Et quand il rencontre Constance Quesnay en 1790, elle a un enfant. Et on a des traces de l'intérêt qu'il portait à l'éducation de cet enfant. Là aussi, il est dans un grenier à Versailles, par exemple, et il est en train d'apprendre à lire à cet enfant. On pense à l'épitaphe de la philosophie dans le boudoir. La mère en prescrira ou en proscrira la lecture à sa fille. Alors, oui, mais je pense qu'avec des gens comme Charles Quesnay, ou avec ses enfants d'ailleurs, il avait une éducation très morale. Est-ce qu'on n'a pas des lectures aussi fortes chez Bataille, par exemple, Histoire de l'œil, enfin ça c'est le sacrilège, par exemple la mort du prêtre dans Histoire de l'œil, c'est quand même aussi d'une violence. Oui, c'est très fort, mais d'abord, bon, ça vient après ça, longtemps après. Et puis chez Bataille, bon, que vous avez édité. Que j'ai édité, que j'ai bien connu, qui était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup. Il y a toujours quelque chose qui m'a gêné, qui était la cause d'honneur de pas mal de conversations comme ça entre nous. C'est très religieux, hein, Bataille. C'est l'expérience intérieure, quoi. C'est l'expérience intérieure, mais avec le péché. Qu'il n'y a pas du tout. Hein. Chez Sade, il n'y a pas de péché. Alors cette présence du péché, qui voulait d'ailleurs introduire de temps en temps comme ça chez Sade, c'est là où on n'était pas d'accord, ça me gêne un peu, parce que quand on en parlait, par exemple, il disait, mais enfin, vous comprenez, il n'y a pas d'érotisme sans péché. J'ai des souvenirs de dîners comme ça avec Bataille et Klosowski, où, comme ils n'étaient pas toujours d'accord, ils avaient des discussions courtoise mais très serrée, où il se lançait des citations latines des pères de l'Église à la tête. Et là, on décroche. C'était très passionnant comme ça. C'est une bonne occasion, Jean-Jacques Pauvert, pour parler des rencontres que vous avez eues dans votre vie, des rencontres qui ont compté, et peut-être des rencontres sur Sade, puisqu'il y a eu quand même, à l'époque où vous avez commencé à éditer Sade, donc vous aviez une vingtaine d'années, un certain nombre de gens qui étaient érudits, intelligents, et qui lisaient Sade, et qui vous ont découragé d'éditer Sade. Ah oui, alors on s'étonne. Complètement. C'est quoi l'état des discours sur Sade à l'époque que vous avez édité? Paulan, par exemple Paulan, tous ces gens-là. Hein, lecteurs de Sade, Paulan. Des grands lecteurs de Sade. C'était encore un peu le 19e siècle aussi, c'est-à-dire que il lisait Sade un peu comme Flaubert lisait Sade, c'est-à-dire très bien, d'une façon très approfondie, avec passion et tout ce qu'on voulait, mais quand j'ai dit ah bon, alors moi je vais éditer Sade. Je me souviens de Paulan, par exemple, disant mais enfin, Jean-Jacques, vous êtes fou, c'est parce que vous êtes jeune, vous vous rendez pas compte. C'est à ce moment-là que pour moi la question s'est posée justement de la littérature interdite. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éditer Sade? Alors il avait une réponse très simple, c'est parce que ça a toujours été condamné. Les éditeurs clandestins de Sade ont toujours été poursuivis. Alors je dis oui, mais moi ce ne sera pas clandestin, je vais mettre mon nom dessus. Alors faut dire, bon, j'avais 20 ans. J'étais un peu inconscient. Je prévoyais qu'il y aurait des problèmes. Je ne me rendais pas compte, puis je voulais les toucher du doigt. Qu'est-ce que c'est que ces livres interdits? Pourquoi c'est interdit? Au nom de quoi? Et je n'ai d'ailleurs jamais eu de réponse. Parce que je m'attendais, dans le grand procès qu'il y a eu et qui a fini par se plaider donc en 1953 et puis en 1955, avec Maurice Garçon, je m'attendais à ce qu'on aborde. Moi, je n'avais jamais participé à un procès du genre. J'avais lu les procès des Fleurs du Mal, etc. Mais je me suis dit, ça a évolué. On va parler vraiment du sujet, c'est-à-dire pourquoi un livre doit-il être interdit? Et on est resté très au-delà, très en deçà plutôt. On est resté autour. Maurice Garçon, lui, plaidait l'histoire. Il disait, vous comprenez, vous ne pouvez pas condamner un auteur qui est mort en 1814. Très discutable. Mais ça marche, hein, ça porte sur les juges. Parce qu'effectivement, en 1814, ils disaient c'est un classique. Et moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'un classique ne serait pas pornographique? Il y a des tas d'exemples. On connaît des textes pornographiques de pratiquement tous nos grands auteurs classiques. Jean de La Fontaine, par exemple.
Oui, de Jean de La Fontaine, de Ronsard. Les poésies obscènes de Ronsard sont effrayantes. Pratiquement du sade. C'est très, très scatologique, très, très obscène. Bon, bah alors ça s'est passé comme ça. C'était une grande déception pour moi. Je m'attendais à ce que justement, ce qu'on discute, l'influence des lectures, comment est-ce que ça se passe, est-ce que c'est dangereux. Oui, il en a été question un peu. Camus vous disait que Sade était un grand moraliste. Oui, ce qui d'une certaine manière est vrai. Il y a une pratique de la morale. Il n'y a pas une morale. Il n'y a jamais de système chez ça. Donc il n'y a pas une morale qui dit telle chose est bien, telle chose est mal. Il y a une morale de la conduite. On pourrait résumer ça très grossièrement, hein, en disant qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Ce serait un petit peu vulgaire. Mais pour l'influence des lectures, c'est au procès qu'il y a eu cette réplique de Paulan qu'on a beaucoup citée après, justement sur le danger des lectures. Le président lui disait à un moment, mais enfin, monsieur Paulan, vous qui êtes décoré, etc., était haut dignitaire de la Légion d'honneur, candidat à l'Académie française, où il a été après, n'allez pas nous dire que c'est une lecture sans conséquence. Et il a répondu, mais monsieur le président, je pense bien, et d'ailleurs je vais vous en donner un exemple qui va dans votre sens. Je connais une jeune fille qui a lu Sade et qui est entrée au couvent tout de suite après. Mais on a des exemples de ce genre, que la pornographie conduit à la plus extrême vertu, si on peut dire. Comment est-ce que vous avez rencontré tous ces écrivains finalement? Parce que bon, votre père est un homme instruit, cultivé, il est journaliste. Votre contact avec les livres, ça se passe comment? Dans une bibliothèque, mes parents avaient beaucoup de livres. Mon père était quelqu'un de très intéressant. Et c'était quelqu'un qui était donc journaliste, comme ça, pour vivre, mais qui était parti pour faire une carrière universitaire. Et il lisait l'anglais, l'allemand, naturellement, et le latin et le grec dans le texte. Ça m'impressionnait beaucoup. D'ailleurs, moi, ça m'intéressait. J'aurais bien aimé faire du latin et du grec. Il y avait donc toute une bibliothèque en dehors des auteurs latins, grecs ou étrangers. Et je me suis mis à lire, comme ça. Et dans ces cas-là, on tombe souvent sur des textes qui vous paraissent hermétiques, ou au contraire qui vous parlent tout de suite, qui vous intéressent. Et j'ai eu très tôt, à l'époque, j'avais l'impression que c'était vraiment comme tout le monde, un certain intérêt pour ce qu'on pourrait appeler des lectures érotiques, qui à l'époque étaient dans les années 30, c'était Victor Marguerite, Pierre Louis, Aphrodite. La France entière a lu Aphrodite pendant... Et je lisais tout. J'avais une chose qui aurait dû attirer mon attention, mais vous savez, on a rarement l'attention attirée sur soi, c'est quand je commençais à lire un auteur, j'avais envie de tout lire. Or, mes parents n'avaient pas tout, ils n'avaient pas les œuvres complètes de tout le monde. Par exemple, quand j'ai commencé à lire Colette, grand écrivain érotique, en tout cas, qui a écrit un livre étonnant qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne lit pas assez, même si on lit Colette, qui est Le pur et l'impur. Mais oui. La dernière version de ses plaisirs, qui était vraiment un livre sur le sentiment amoureux, sur les rapports amoureux et sexuels, sur le côté vraiment complet de l'amour, qui est tout à fait étonnant. Est-ce que vous êtes entré dans l'édition de façon tout à fait naturelle? Vous avez commencé chez Gallimard. Et non. J'ai commencé chez Gallimard parce qu'il fallait travailler, c'était la guerre. Mes parents m'ont dit tu veux pas travailler au lycée, faut que tu travailles, faut que tu gagnes ta vie, on pourra pas te nourrir toujours, etc. etc. J'avais 15 ans, hein, c'est quand même un peu tôt, mais enfin c'était comme ça. Et puis mon père a eu l'idée, après plusieurs essais, comme ça il connaissait Gaston Gallimard, il lui en a parlé, Gaston Gallimard lui a dit un garçon qui lit, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas travailler chez nous? Pourquoi pas? Moi, on m'a proposé ça, j'ai pas sauté de joie. Hein. Je me suis dit, bon, il faut travailler, ça me faisait suer de travailler. Et puis, je me suis retrouvé apprenti vendeur à la librairie Gallimard, boulevard Raspail, qui existe toujours. J'ai été d'abord présenté à Gaston Gallimard, qui est en fait le personnage important. Le premier que j'ai rencontré, ça a été Gaston Gallimard, qui était fort gentil, un peu cérémonieux, comme ça, qui m'a dit monsieur. Et c'était la première fois qu'on m'appelait monsieur. J'étais très... Vous aimez les livres, pourquoi ne travailleriez-vous pas chez nous à la librairie Gallimard? Je n'allais pas dire non, hein, de toute façon. Mais bon, alors c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de livres. Et beaucoup d'écrivains. Et beaucoup d'écrivains. Donc comme je m'intéressais aux livres, je me suis intéressé aux écrivains. C'est toujours intéressant de voir des gens qui arrivent et sont les gens qui ont écrit les livres qui vous intéressent. Là, j'ai connu vraiment beaucoup de gens. Puis ceux qui ne venaient pas, j'allais les voir. Alors, par exemple? Il y avait Gallimard à côté, hein, parce que moi j'étais à la librairie, mais du 15 boulevard Raspail à la rue Sébastien-Bottin, il y a pas loin. Et à l'époque, c'était pas une chose qui se faisait beaucoup. Puis moi j'étais un peu inconscient, j'avais 15 ans, 16 ans, et je me disais j'ai envie de rencontrer Raymond Queneau. Alors j'allais rue Sébastien-Bottin, je poussais la porte, et à l'époque on entrait là-dedans comme dans un moulin. Hein.
Alors Maintenant, on c'est marchait dans les filtré, couloirs comme ça, puis il y avait les noms sur les bureaux. Quelquefois, c'était des petites étiquettes à la main. Formidable. Je voyais Raymond Queneau, je frappais, j'entrais. Je disais, voilà, vous êtes Raymond Queneau, oui, je vous dérange pas. Les gens disent rarement oui. À l'époque, ils disaient, maintenant, on a intérêt à dire oui, si, vous me dérangez, écoutez, revenez plus tard, téléphonez-moi, prenez rendez-vous. Ils me disaient, entrez, asseyez-vous. Vous voyez arriver cette espèce de gamin comme ça. Je me rends compte maintenant, j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça devait les surprendre. Mais à l'époque, les gens faisaient pas ça. Et moi, je le faisais un peu systématiquement. Je voulais voir la tête qu'ils avaient. Il y a des tas de gens que j'ai rencontrés d'ailleurs, même ailleurs, parce que, par exemple, Valérie, je ne l'ai pas rencontrée là. Vous l'avez rencontré où? Je l'ai rencontrée dans une autre librairie. Chez Adrienne Monnier? Où je travaille. Non, justement, pas chez Adrienne Monnier, chez un personnage. Bon, mais alors tout ça, ça nous prendrait des heures. Un personnage très pittoresque qui vit toujours, qui s'appelle, ça s'invente pas, Richard Anacréon. C'est un Et nom chez de personnage lui, de on roman. voyait les écrivains dans des situations où on ne les voyait pas ailleurs. Par exemple, chez lui, donc un jour, j'ai rencontré Valérie. C'était un grand homme, c'était quelqu'un que j'avais lu qui m'impressionnait terriblement. Mais il était là dans une situation très familière. C'était un grand fumeur et Anacréon était un grand trafiquant d'éditions originales et toutes sortes de choses. Et il y avait 2 piles sur la table. Il était assis à une table, Valérie. Il y avait une pile d'éditions originales de lui. Et il y avait une pile de paquets de cigarettes. Et il faisait des dédicaces à des gens qu'il ne connaissait pas, mais Richard Anacréon lui donnait les noms. Il disait Monsieur Durand, bon. Alors il faisait une belle dédicace à Monsieur Durand, bien amicalement, Paul Valéry, etc. Et chaque fois qu'il avait signé un livre comme ça, Anacréon lui donnait un paquet de cigarettes. Ce qui fait que j'ai eu le courage, à un moment donné, d'intervenir dans la conversation. Fait que Valérie a levé les yeux sur moi et je me suis arrêté immédiatement. J'étais paralysé complètement. Et j'avais bien tort parce que c'était quelqu'un de très familier, de très, très gentil. Mais Valérie, c'était Valérie. J'étais très intimidé par ces gens-là. En même temps, j'allais quand même les voir. Je voulais les voir, je voulais leur parler. Il y avait quelque chose. Quand Camus est arrivé, faut imaginer ce que c'est que la sortie en 1942, à quelques mois d'intervalle, de L'étranger du mythe de Sisyphe. Dans une librairie où il se passait pratiquement rien. Il n'y avait plus de livres, c'était très rare, les rayons étaient vides quand on entrait dans les librairies, pratiquement. Enfin, il restait tous les auteurs invendables, qui d'ailleurs se sont vendus. L'édition française a fait fortune pendant la guerre, faut voir ça. Oui. Ils ont vendu tout ce qu'ils auraient soldé, sinon ils étaient en train de solder. Il y a eu tous ceux qui avaient soldé en 39-40, eux qui n'ont pas fait autant fortune que les autres, et tous les autres se sont mis à vendre toutes leurs caves. Des gens complètement invendables. Gallimard s'est mis à vendre tous les magnifiques auteurs qu'il avait publiés avant-guerre, c'est-à-dire Henri de Berly, Lucien Favre, des gens nuls et sans intérêt. Et il s'est débarrassé de tous ces stocks comme ça, des comptes d'auteurs, comme ça. Grasset a vendu tous ses comptes d'auteurs. C'était prodigieux. Donc il y avait très peu de livres. Et la publication de certains livres marquants, Pilote de guerre de Saint-Exupéry, parce que ça a été saisi tout de suite, je crois que c'est aussi 42, quelque chose comme ça, ou 41. Et tout d'un coup, en 42, ce garçon que personne ne connaissait, qui venait d'Afrique du Nord, comment d'ailleurs on ne savait pas, et qui tout d'un coup débarque avec L'étranger et le mythe de Sisyphe. Moi j'ai lu ça, je suis tombé à la renverse. Il était comment, Camus, physiquement? Très beau. Très beau. Très beau, un beau garçon, très sportif, oui. Un peu d'ailleurs moniteur de plage, ce côté, côté nord-africain qu'il avait. Et un peu bronzé, il aimait bien être bronzé, comme ça, il aimait bien être musclé, sportif, il était sportif d'ailleurs, oui, tuberculeux mais musclé, et puis très, très, très sympathique. Et je me suis mis, alors ça, Camus, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup vu. Qu'est-ce que j'ai pu l'embêter, sûrement, j'allais tout le temps le voir, je lui posais des questions, les questions qu'on pose à cet âge-là, mais alors l'absurde... Et où ça vous mène et après, la suite. C'était très gentil. Au fond, c'est les écrivains qui vous ont formé, en quelque sorte. Oui, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Par fréquentation personnelle, oui, sont des gens... Paulan a aidé quelqu'un d'aussi important, mais ça, on ne le comprend jamais tout de suite, parce que Paulan était quelqu'un qui opérait par enveloppement. C'était très... Mais oui, ces gens... Ça, Camus, ça m'a beaucoup marqué. Ça aurait été curieux d'ailleurs de voir comment il aurait vieilli. Probablement pas mal, parce qu'il a eu plusieurs passages difficiles. C'est impossible d'être Camus dans les années 50-60, par exemple. Quand on allait déjeuner ensemble, il ne pouvait pas faire 10 pas à un moment, et particulièrement au moment de la guerre d'Algérie. Les gens l'arrêtaient dans la rue. C'était Brigitte Bardot.
Et pour On se lui rend dire, pas mais alors, compte de qu'est-ce ça. qu'il faut penser que pensez-vous? Ah, mais vous avez dit, je suis pas d'accord. C'était effrayant. Il ne pouvait plus sortir. Et c'était le seul dans ce cas-là. Sartre pouvait très bien sortir, personne ne lui demandait rien. Enfin, de temps en temps, il y avait des gens qui lui demandaient un autographe. Mais Camus, ça a été vraiment le maître à penser. Non, on ne se souvient pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue? Vous avez connu Breton, vous avez connu Bataille, vous avez connu Camus, vous avez connu Sartre, vous avez connu Oui, Paulan, Cocteau, tout le monde, Cocteau, Cocteau. Paulan, pratiquement tout le monde. Est-ce qu'il y a une anecdote Oh, il qui y en a vous a... beaucoup. Oui, allez, au moins une. Et bien sur les gens, par exemple, que j'ai connus sans les connaître, au début en tout cas, il y avait un garçon qui venait chez Gallimard, à l'époque où j'étais apprenti vendeur, et qui discutait beaucoup avec moi. Et il avait, moi j'avais donc 15-16 ans, et lui il avait à l'époque, il devait avoir 27-28 ans. Et il parlait pas beaucoup de lui, puis moi je lui posais pas de questions. Il parlait littérature, il disait j'ai pas lu ça, est-ce que c'est bien Et je m'étais fait une idée, je me disais ce type-là c'est un autodidacte, ou alors c'est un instituteur. De toute façon c'est un primaire qui veut se perfectionner. Et j'ai appris qui c'était, on était donc en 42, j'ai appris qui c'était en 44, c'était Genet. Oh, Mais il était comme ça, Genet, vous savez, il n'avait pas eu l'occasion de beaucoup lire, donc il se renseignait réellement, mais en même temps il me faisait parler pour détourner mon attention, parce qu'il venait voler des livres. Alors ça, il m'a raconté ça. Après, on l'a su, puis le directeur de la librairie aussi l'a su. Il avait à l'époque une serviette truquée, il l'a raconté lui-même, qui avait un fond qui s'ouvrait, il piquait des bouquins, il posait sa serviette sur des livres. Quand il reprenait la serviette, il y avait un bouquin dedans. Enfin, on en a beaucoup parlé après, parce que je l'ai bien connu, je l'ai même édité. Et c'était un type assez passionnant. Mais à l'époque, comme ça, à le voir, c'était vraiment l'instituteur qui cherche à se cultiver. Ah, est-ce que vous avez lu ça? Alors, moi, j'avais lu beaucoup plus de choses que lui. Alors, je prenais un air un peu supérieur, comme ça. Et tout d'un coup, en 44, on avait vu sortir Notre-Dame-des-Fleurs clandestinement, très beau livre, vraiment. dont on a beaucoup parlé. Il faudrait reparler de Genet, effectivement. Ça, c'était une figure aujourd'hui. Ben oui, je l'ai perdu de vue, moi, parce qu'il a fini un peu comme Sartre, c'est-à-dire entouré d'une bande de jeunes personnages assez insupportables qui montaient une garde autour. Je l'ai rencontré un jour sur la fin, comme ça, à la closerie. Il s'est précipité sur moi, on ne s'était pas vu depuis longtemps. Il m'a donné un numéro de téléphone, puis j'ai jamais pu le joindre. Je tombais toujours sur les gens qui disaient « Mais monsieur Genet, vous savez, ne peut pas... C'était comme Sartre, il n'avait plus du tout d'autonomie. » Comment est-ce qu'on saute le pas à un moment donné? C'est-à-dire comment est-ce que de vendeur chez Gallimard, de la fréquentation des écrivains, on devient éditeur? Qu'est-ce qui vous a appris? Est-ce que c'était facile de s'installer comme éditeur à l'époque? Non, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un éditeur finalement. Je ne me rendais pas compte du tout. 2, quand on a 19 ans, puisque j'ai publié mon premier livre à 19 ans, on ne se rend pas compte non plus des problèmes. Un livre de Sartre. Pas n'importe qui. Oui, ça s'est fait vraiment par hasard et c'est plutôt un réflexe de librairie au départ. C'était un texte de Sartre sur Camus, que Sartre publie dans les Cahiers du Sud, et je lis ça, et comme c'était un texte assez important, ça a été repris depuis dans les situations. Ça faisait 40 ou 50 pages. Et je me suis dit tout d'un coup, comme j'étais toujours passionné par Camus, que Sartre ne m'était pas indifférent, c'était pas la même chose, je me suis dit un texte de Sartre sur Camus, ça va disparaître. Parce qu'à l'époque, les gens ne se précipitaient pas sur tous les textes comme ça pour les éditer. Bon, il n'y avait pas de papier, c'était très difficile. La France était un pays complètement sinistré. On était vraiment le tiers-monde en 44. 45, on était en 45, c'était pire qu'en 44 et qu'en 42. Et j'ai écrit à Sartre, que je connaissais, mais que j'avais pas eu depuis un certain temps, en lui disant c'est formidable, ça va disparaître, je voudrais en faire un livre. Et le côté merveilleux de Sartre, il faut bien dire, ça serait peut-être fait autrement, mais ça s'est fait comme ça, et qui était totalement désintéressé. Il m'a répondu, mais quelle bonne idée, faites donc ce que vous voulez, tenez-moi au courant. Alors comment vous avez fait? Concrètement, j'ai été très embêté, parce qu'encore une fois, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'édition, en quoi ça consistait. Bon, je voyais qu'il y avait des gens qu'on appelait des éditeurs, qui avaient des grosses maisons. À l'époque, il n'y avait que des grosses maisons, pratiquement. Les autres avaient disparu. Mais puis leurs livres, ils fabriquaient des livres, puis les livres arrivaient dans les librairies. Là, je savais comment ça se passait, mais comment est-ce qu'un texte devient un livre? Gros problème. Et je marchais dans la rue de Seine comme ça un jour avec le numéro des Cahiers du Sud sous le bras en me disant bon, il m'a dit faites ce que vous voulez et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis tout d'un coup, je vois il y avait une enseigne, ça existait à l'époque, dans la rue Seine, Henri Diéval, imprimeur. Alors là, je savais que les livres s'imprimaient quand même. Donc je suis entré avec mon truc sous le bras et en disant, voilà, je voudrais faire imprimer ça. Alors, on m'a dit, vous êtes l'auteur J'ai dit non. Vous êtes éditeur? Je dis non, je ne suis pas éditeur. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, je suis d'accord avec l'auteur, c'est Monsieur Sartre, il faut que je fasse un livre. Ah bon, vous avez une maquette? J'avais pas de maquette. Tu vois. C'est complètement farfelu, hein, cette histoire. Mais ils ont été très gentils, parce que ça les a amusés de voir un très jeune homme comme ça. Moi, je me prenais pour un personnage, mais j'avais 19 ans. Alors, ils m'ont aidé. Pas très bien, d'ailleurs. Et finalement, j'ai fait une maquette. Moi, la maquette de la couverture était pas si mal. Mais alors, à l'intérieur, je me suis trompé dans l'évaluation des caractères. Je savais pas calibrer. J'aurais pu gonfler ça, en faire un petit volume. Ça a donné une plaquette qui faisait 2 mm d'épaisseur, mais qui s'est quand même très bien vendue. Ça a été le doigt dans l'engrenage, hein, comme on dit. Je me suis retrouvé avec cette plaquette, comme ça, 2000 exemplaires. Et comme elle était très mince, c'était vraiment un tout petit truc. J'en ai plus, d'ailleurs. Mais il y en a à l'IMEC, ils en ont recueilli un ou deux. Et je me suis mis, alors j'ai acheté une espèce de valise comme ça, puis j'ai fait les libraires que je connaissais. Avec je connaissais, avec je connaissais pas, je disais, viens de publier un livre de Sartre. Il y avait marqué Jean-Jacques Pauvert sur la Non, couverture? non, c'était le Palimure. Ah. À l'époque, j'avais plutôt envie de C'est quoi ce nom-là? me cacher. C'était un nom qui voulait pas dire grand-chose. Non. Ça n'existe pas. C'est un nom qui m'était venu comme ça, un peu en rêve, je crois. Et je m'étais dit, c'est joli de mettre Palimure sur des livres. Donc j'ai mis ça. Puis c'était le titre d'une revue aussi que je voulais faire, qui s'est jamais faite, mais pour laquelle j'avais demandé des articles à tout le monde. Marcel Aimé, Queneau, enfin tous les gens qui m'intéressaient. Tiens, Marcel Aimé, on a oublié Marcel Aimé, personnage très très intéressant, très important. Puis comme ça avait marché, puis qu'il fallait bien vivre, parce que j'étais plus chez Gallimard à l'époque, j'achetais des livres, je vendais des livres, etc. J'ai continué.